J'avais 80 ans quand ma fille m'a mise à la porte. 80 ans de vie, 52 ans passés dans cette maison, et elle me tendait une boîte en carton comme si j'étais une étrangère. Ses mains tremblaient quand elle m'a donné cette boîte, mais son regard était dur, décidé. À l'intérieur, tous mes papiers, mes documents, mon livret de famille, et quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, un examen médical avec mon nom dessus, daté de plusieurs années. Je ne comprenais rien. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il s'arrête là, sur le pas de cette porte que j'avais franchie des milliers de fois. Avant que je puisse ouvrir la bouche, avant que je puisse lui demander ce qui se passait, elle a dit cette phrase qui allait me hanter pendant des semaines. Il n'y a pas de place pour toi dans notre maison. Notre maison. Comme si ce n'était plus la mienne. Comme si toutes ces années comptaient pour rien. Puis elle a ajouté quelque chose d'encore plus étrange. Tu comprendras tout quand il arrivera, mais ne sois pas choqué par qui il est vraiment. Qui devait arriver? De qui parlait-elle? J'ai essayé de poser des questions, mais elle a fermé la porte. Fermé la porte au nez de sa propre mère. J'y suis restée là, sur le perron, avec cette boîte dans les bras, pendant je ne sais combien de temps. Les voisins passaient, me regardaient avec curiosité, avec pitié peut-être. Madame Colette d'en face a fait semblant de ne pas me voir. J'étais humiliée, perdue, seule. À 80 ans, on ne s'attend pas à se retrouver à la rue comme ça. On s'attend à finir ses jours entouré de sa famille, dans la chaleur de son foyer, pas sur un trottoir avec une boîte de documents. Et si vous m'écoutez en ce moment, si cette histoire résonne en vous d'une manière ou d'une autre, prenez un instant pour me dire de quelle ville vous nous écoutez. Laissez un commentaire, dites-moi d'où vous venez. J'aimerais savoir que je ne suis pas seule, que quelqu'un quelque part m'écoute vraiment. Je ne savais pas où aller. Mes sœurs étaient mortes depuis longtemps. Ma sœur aînée, Jeanne, était partie il y a 15 ans d'un cancer. Ma petite sœur, Louise, avait eu un accident de voiture 10 ans auparavant. Mon mari, Dieu ait son âme, était parti il y a 15 ans d'une crise cardiaque. Je n'avais que ma fille, Sylvie. Sylvie, ma petite Sylvie que j'avais élevée seule après la mort de son père. Sylvie pour qui j'avais tout sacrifié. J'avais travaillé 2 emplois pendant des années pour qu'elle puisse aller à l'université. J'avais renoncé à mes propres rêves pour qu'elle puisse réaliser les siens. Et maintenant, elle me mettait dehors comme un vieux meuble encombrant. J'ai fini par marcher jusqu'au petit café du coin, celui où j'allais prendre mon chocolat chaud le dimanche matin. Le Café des Roses, il s'appelait. Madame Beaumont, la propriétaire, m'a vu entrer avec ma boîte et mes yeux rouges. Elle m'a regardé avec inquiétude. Elle me connaissait depuis des années. Nous avions eu tant de conversations autour d'un café, tant de confidences partagées. Elle ne m'a rien demandé, elle m'a juste installée à une table au fond, celle près de la fenêtre que j'aimais tant, et m'a apporté un thé bien chaud avec un petit gâteau. C'est là que j'ai ouvert la boîte, que j'ai commencé à regarder ce qu'il y avait dedans. Mes papiers d'identité étaient là, ma vieille carte d'identité avec une photo de moi à 40 ans, quand j'étais encore jeune et belle. Mon acte de naissance, jauni par le temps, avec l'écriture élégante du greffier de l'époque. Mon livret de mariage, avec cette photo de Jacques et moi, si jeunes, si heureux, si innocents de ce que la vie nous réservait. Des photos anciennes, des photos de Sylvie bébé, de Sylvie enfant, de Sylvie adolescente. Des photos de notre famille, de nos vacances, de nos moments heureux. Tout était là, comme si on effaçait ma vie, comme si on me rendait tous les souvenirs d'un coup pour que je parte avec. Mais il y avait aussi cet examen médical. Une analyse de sang datée de 3 ans auparavant. Je ne me souvenais pas avoir fait cette analyse. Le document était officiel, avec le tampon d'un laboratoire que je ne connaissais pas. Le laboratoire Biotest, quelque part dans le 16e arrondissement. Je n'étais jamais allée dans ce laboratoire. Et en haut, en lettres rouges, il y avait écrit quelque chose qui m'a glacé le sang. Test de paternité négatif. Probabilité de paternité, 0%. Paternité? Quel test de paternité? Qui avait fait ça? Et pourquoi? Pourquoi quelqu'un aurait-il fait un test de paternité avec mon sang? J'ai relu le document plusieurs fois, mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine tenir la feuille. Il y avait 2 noms sur le document. Le mien, Marguerite Dubois, et celui d'un homme que je ne connaissais pas. Un certain Robert Mercier. Ce nom ne me disait absolument rien.
Je n'avais jamais connu de Robert Mercier de ma vie. Je ne me souvenais d'aucun Robert Mercier dans mon entourage, dans ma famille, dans mon passé. Pourquoi mon sang avait-il été comparé à celui de cet homme? Et pourquoi le résultat était-il négatif? Qu'est-ce que tout cela signifiait? Ma tête tournait. J'avais l'impression de vivre un cauchemar dont je n'arrivais pas à me réveiller. Madame Beaumont est revenue près de moi. Elle a vu mon visage, elle a vu les larmes qui coulaient sur mes joues sans que je puisse les retenir. Elle s'est assise en face de moi, a posé sa main chaude sur la mienne, et m'a regardée avec cette bonté qu'elle avait toujours eue. Qu'est-ce qui se passe, Marguerite? Qu'est-ce qui vous arrive? Je l'ai regardée, cette femme que je connaissais depuis 20 ans, cette femme qui m'avait vu vieillir, qui m'avait vu perdre mon mari, qui m'avait vu traverser tant d'épreuves. Et j'ai éclaté en sanglots. Je ne savais pas par où commencer. Comment expliquer quelque chose que je ne comprenais pas moi-même? J'ai fini par lui raconter, entre deux sanglots. Ma fille qui m'ouvre la porte ce matin. La porte fermée aussitôt. Cette boîte qu'elle m'a tendue. Ce document étrange. Ce nom inconnu. Cette phrase mystérieuse sur quelqu'un qui allait arriver. Madame Beaumont m'écoutait attentivement, hochant la tête, me serrant la main de temps en temps pour me réconforter. Elle a regardé le papier quand je le lui ai tendu, a froncé les sourcils en lisant les détails, puis m'a regardé avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Un mélange de compassion et d'inquiétude. Il faut que vous alliez voir quelqu'un qui peut vous expliquer tout ça, m'a-t-elle dit doucement. Un avocat peut-être, ou retourner au laboratoire pour comprendre pourquoi ce test a été fait. Mais je n'avais pas la force. Pas ce jour-là. J'avais l'impression que le monde s'écroulait autour de moi et je ne savais même pas pourquoi. Madame Beaumont a dû voir mon désarroi, mon épuisement complet. Elle m'a proposé de rester chez elle pour la nuit. Elle avait une petite chambre au-dessus du café qu'elle louait parfois à des voyageurs de passage. La chambre était libre, elle m'a dit que je pouvais y rester le temps de comprendre ce qui m'arrivait, le temps de reprendre mes esprits. J'ai accepté sans réfléchir. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Retourner supplier à ma porte? Dormir dans la rue? À mon âge, je suis montée dans cette petite chambre sous les toits. C'était une chambre simple mais propre. Un lit étroit avec une couverture en patchwork, une petite armoire en bois, une chaise près de la fenêtre qui donnait sur la rue. Les murs étaient peints en blanc et il y avait quelques photos encadrées de la campagne française. C'était modeste mais accueillant. J'ai posé ma boîte sur le lit, j'ai regardé autour de moi, et soudain la réalité m'a frappé de plein fouet. C'était là que je vivais maintenant. Dans cette petite chambre qui n'était pas la mienne. Loin de ma maison, loin de mes affaires, loin de ma vie. Je me suis assise sur le lit et je me suis effondrée. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis la mort de mon mari Jacques. J'y pleurais sur ma vie, sur cette trahison dont je ne comprenais pas encore la nature. Je pleurais sur cette solitude qui m'écrasait, sur cette peur de l'avenir qui me paralysait. À 80 ans, on ne recommence pas sa vie. On ne reconstruit pas. On est censé terminer ses jours paisiblement, entouré des siens, avec ses habitudes, ses repères. Et moi j'étais là, dans une chambre étrangère, avec une boîte contenant toute ma vie et un document qui parlait d'un homme que je ne connaissais pas. Comment en étais-je arrivé là, cette nuit-là? Je n'ai pas dormi. Pas une minute. Je suis restée allongée sur ce lit étroit, les yeux fixés sur le plafond blanc, à regarder les ombres des voitures qui passaient dans la rue se projeter sur les murs. J'essayais de comprendre. Je repassais ma vie en revue, cherchant un indice. Un élément qui pourrait expliquer cette situation absurde. Ma fille avait dit que quelqu'un allait arriver, que je comprendrais tout. Qui devait venir? Ce Robert Mercier? Et pourquoi ne pas être choqué par qui il était vraiment? Qu'est-ce que cela voulait dire? Était-ce quelqu'un de connu? Quelqu'un de ma famille? Un ancien amant? Mais je n'avais jamais eu d'autre homme que Jacques dans ma vie. J'ai repensé à toute ma vie, essayant de trouver un sens à tout cela. Mon enfance dans une petite ferme en Normandie, avec mes parents et mes 2 sœurs. Mon père était fermier, ma mère s'occupait de la maison et nous aidait au champ. C'était une vie simple, dure parfois, mais heureuse. Puis la guerre était arrivée. J'avais 10 ans quand les Allemands sont venus. J'ai vu des choses qu'une enfant ne devrait jamais voir. J'ai connu la faim,
la peur, la mort. Mon père avait rejoint la résistance. Je me souviens encore de ces nuits où il partait en cachette et où ma mère priait pour qu'il revienne. Il est revenu, miraculeusement. Beaucoup ne sont pas revenus point après la guerre, nous avons essayé de reconstruire notre vie. J'avais 15 ans et je rêvais d'autre chose que de la ferme. Je voulais aller en ville, voir le monde, vivre. Mes parents étaient contre, surtout mon père. Une jeune fille ne part pas seule comme ça, disait-il. Mais j'étais têtue. À 18 ans, j'ai quitté la ferme et je suis venue à Paris. J'ai trouvé un travail dans une boutique de couture. Je gagnais à peine de quoi me nourrir, mais j'étais libre. J'étais heureuse. C'est là que j'ai rencontré Jacques. Il avait 25 ans, il travaillait comme comptable dans une entreprise. Il était beau, gentil, intelligent. Nous sommes tombés amoureux. 3 mois plus tard, il me demandait en mariage. Nous nous sommes mariés en 1948. J'avais 20 ans, lui 27. C'était un petit mariage, juste quelques amis et ma famille venus de Normandie. Nous n'avions pas beaucoup d'argent, mais nous étions heureux. Nous avons emménagé dans un petit appartement dans le 10e arrondissement. Jacques travaillait dur, moi aussi. J'avais gardé mon travail à la boutique. Nous économisions pour acheter une maison. C'était notre rêve, avoir notre propre maison. Et puis, 5 ans après notre mariage, je suis tombée enceinte. Ce fut la plus grande joie de ma vie. Jacques était fou de bonheur. Nous allions avoir un enfant, nous allions être une vraie famille. Et la grossesse s'est bien passée. J'avais des nausées le matin, comme toutes les femmes enceintes, mais rien de grave. Je travaillais jusqu'au 7e mois, puis j'ai arrêté. Nous avions besoin d'argent, mais le médecin m'avait dit de me reposer. Jacques travaillait encore plus pour compenser. Le 15 mars 1953, j'ai accouché à la maternité Saint-Antoine. C'était un accouchement difficile, long, douloureux. J'ai cru mourir plusieurs fois. Mais finalement, après 16 heures de travail, ma petite fille est née. Sylvie. Ma petite Sylvie. 3 kg 200 grammes de bonheur pur. Quand ils me l'ont mise dans les bras, j'ai oublié toute la douleur. J'ai regardé ce petit visage, ses petits yeux fermés, ses petites mains qui s'agrippaient à mon doigt, et j'ai su que ma vie avait changé pour toujours. Les premiers jours à la maternité ont été merveilleux. Les infirmières s'occupaient bien de nous. Jacques venait me voir tous les jours après le travail, avec des fleurs et des chocolats. Il regardait Sylvie avec émerveillement. « C'est notre fille, Marguerite », répétait-il sans cesse. Notre fille. Je me souviens d'une infirmière en particulier, Mademoiselle Bernard. Elle était jeune, un peu maladroite peut-être, mais gentille. Elle m'aidait à donner le biberon à Sylvie, à la changer. Je me souviens qu'une fois, elle avait presque fait tomber Sylvie. Elle l'avait rattrapée de justesse, toute pâle de peur. « Faites attention », lui avait dit sèchement l'infirmière en chef. « Vous allez finir par mélanger les bébés si vous continuez comme ça. Mélanger les bébés. » Ces mots résonnaient maintenant dans ma tête avec une signification terrible. Est-ce que c'était possible? Est-ce que Mademoiselle Bernard avait vraiment mélangé les bébés? Est-ce que la petite fille que j'avais ramenée à la maison n'était pas la mienne? Non. C'était impossible. Je m'en serais rendu compte. Une mère reconnaît son enfant. N'est-ce pas? Mais alors, qu'est-ce que signifiait ce test de paternité? Et qui était ce Robert Mercier? Le lendemain matin, je me suis réveillée avec le bruit de la rue en bas. Les voitures, les klaxons, les gens qui parlaient. La vie continuait, indifférente à mon drame personnel. Ma première pensée a été pour ma maison, pour mon lit confortable avec ses oreillers moelleux, pour ma routine du matin. Le café que je prenais dans ma tasse préférée, celle avec les roses bleues que Sylvie m'avait offerte pour mon 70e anniversaire. La vue de mon jardin par la fenêtre de la cuisine. Les géraniums que je cultivais avec tant de soin. Puis je me suis souvenue. Je n'avais plus de maison. Je n'avais plus de routine. Je n'avais plus de fille. Je n'avais plus rien. Les larmes sont revenues, silencieuses cette fois. J'y suis descendue au café après m'être tant bien que mal arrangée. Madame Beaumont m'attendait avec un petit déjeuner. Du café au lait bien chaud,
des croissants tout frais qui sortaient de la boulangerie d'Accent Grave Côté, de la confiture de fraises maison, du beurre. Elle avait mis la table près de la fenêtre, avec une nappe propre et une petite fleur dans un vase. Elle essayait de me remonter le moral, de me faire sentir chez moi. J'ai essayé de manger, mais chaque bouchée avait du mal à passer. L'angoisse me serrait la gorge. Madame Beaumont s'est assise en face de moi avec son propre café. « Alors, Marguerite, qu'allez-vous faire maintenant ?» Je ne savais pas. Je ne savais vraiment pas. Mais je savais que je devais comprendre. Je devais savoir ce qui se passait. J'ai décidé de retourner chez ma fille. Pas pour supplier, non. Ma fierté me l'interdisait. Mais pour comprendre. J'avais besoin de réponses. J'avais besoin de savoir pourquoi elle m'avait fait ça, ce que signifiait ce document, qui était cet homme mystérieux qui devait venir. J'ai marché lentement jusqu'à ma maison. C'était une belle journée de printemps. Le soleil brillait, les arbres étaient en fleurs, les oiseaux chantaient. La vie était belle autour de moi, mais mon cœur était lourd comme une pierre. Enfin, jusqu'à ce qui était ma maison. Cette maison que Jacques et moi avions achetée il y a 45 ans. Cette maison où nous avions vécu heureux. Cette maison où Jacques était mort dans son sommeil, paisiblement. Cette maison où j'avais cru finir mes jours. En arrivant, j'ai vu une voiture inconnue garée devant. Une belle voiture noire, luxueuse, une Mercedes récente. Ce n'était pas la voiture de Sylvie. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Était-ce lui? Ce mystérieux visiteur dont Sylvie avait parlé? J'ai hésité un instant sur le trottoir. Avais-je vraiment envie de savoir? Peut-être que l'ignorance était préférable. Peut-être que la vérité allait être pire que tout ce que je pouvais imaginer. Mais non, je devais savoir. Je ne pouvais pas vivre dans l'incertitude. J'ai respiré profondément et j'ai sonné à la porte. Ma propre porte. C'était surréaliste de sonner à ma propre porte comme une étrangère. Sylvie a ouvert. Son visage s'est durci en me voyant. « Maman, je t'avais dit de ne pas revenir. » Sa voix était froide, distante. « Maman. » Elle m'appelait encore maman, et pourtant ce mot sonnait faux dans sa bouche. Comme si elle le disait par habitude, par politesse, mais que le sentiment n'y était plus. J'ai voulu répondre, lui dire que c'était ma maison, que j'avais le droit d'avoir des explications. Mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Je n'ai pas eu besoin de les dire de toute façon, parce qu'un homme est apparu derrière elle. Un homme d'environ 55 ans, peut-être un peu plus. Grand, bien bâti, avec des cheveux grisonnants soigneusement coiffés. Il portait un costume élégant, une chemise blanche, des chaussures cirées. Il avait l'air d'un homme important, d'un homme habitué à avoir du pouvoir, à être respecté. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'était son regard. Un regard intense, presque douloureux, qui me fixait comme s'il essayait de lire dans mon âme. Il m'a regardé pendant ce qui m'a semblé une éternité. Puis il a parlé. Sa voix était douce, presque émue, contrastant avec son apparence imposante. « Bonjour, madame. Je suis Robert Mercier. » J'ai senti mes jambes se dérober sous moi. J'ai dû m'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. C'était lui. L'homme du test de paternité. L'homme dont je ne connaissais même pas l'existence quelques heures auparavant. L'homme qui, d'une manière ou d'une autre, était lié à cette histoire incompréhensible. Sylvie l'a regardé, puis m'a regardé. J'ai vu dans ses yeux un mélange d'émotions contradictoires. De la colère, oui. Mais aussi de la douleur, de la confusion, peut-être même de la culpabilité. Elle a reculé pour nous laisser entrer, faisant un geste de la main. Robert Mercier a fait un pas en avant, me laissant passer devant lui avec courtoisie. « Il faut que nous parlions, madame. Il y a des choses que vous devez savoir. Des choses que votre fille a découvertes récemment et qui ont bouleversé toute sa vie. Toute notre vie, en fait. » Je suis entrée dans ma propre maison comme une invitée, comme une étrangère. J'ai regardé autour de moi. Tout était comme je l'avais laissé la veille. Les meubles que j'avais choisis, les photos sur les murs, le vase que j'avais reçu pour mon anniversaire. Mais tout semblait différent maintenant. Comme si je voyais ma vie à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Nous nous sommes assis dans le salon.
Ce salon où j'avais passé tant de soirées à tricoter en regardant la télévision. Ce salon où Sylvie avait fait ses premiers pas. Ce salon où nous avions fêté tant de Noël, tant d'anniversaires. Ce salon où Jacques et moi avions parlé de nos rêves, de nos projets, de notre avenir. Maintenant, il était devenu le théâtre de la révélation qui allait changer ma vie pour toujours. Robert Mercier s'est assis dans le fauteuil en face de moi, le fauteuil qui avait été celui de Jacques. Sylvie est restée debout, les bras croisés, le regard fixé sur le sol. Elle ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Robert Mercier a sorti une chemise de son attaché-caisse. Une chemise épaisse, remplie de documents. Il l'a posée sur la table basse entre nous. Madame Dubois, a-t-il commencé, je sais que tout cela doit être extrêmement troublant pour vous. Croyez-moi, ça l'a été pour moi aussi quand j'ai découvert la vérité. Et ça l'est encore. Mais vous avez le droit de savoir. Vous avez le droit de comprendre pourquoi votre fille vous a mise dehors, même si je pense qu'elle a eu tort de le faire de cette manière. Il a lancé un regard réprobateur à Sylvie qui a baissé la tête encore plus. Mais je comprends aussi sa réaction. C'est difficile d'apprendre que toute sa vie a été un mensonge. Un mensonge ? Quelle vie de mensonge ? De quoi parlait-il ? J'ai ouvert la bouche pour parler, mais il a levé la main. Laissez-moi vous expliquer tout depuis le début, madame. Ensuite vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Il a ouvert la chemise et a sorti plusieurs documents. Des analyses médicales, des rapports, des photos. Il a marqué une longue pause, comme s'il cherchait les mots justes. Puis il a dit, d'une voix calme mais ferme, « Madame Dubois, je suis le père biologique de Sylvie. Et vous êtes la mère biologique de ma fille, Christine. » Le monde s'est arrêté de tourner. J'ai entendu les mots, mais mon cerveau refusait de les traiter. C'était comme si Robert Mercier parlait une langue étrangère que je ne comprenais pas. Le père biologique de Sylvie ? La mère biologique de Christine ? Qui était Christine ? Qu'est-ce que tout cela voulait dire ? J'ai regardé Sylvie. Elle pleurait maintenant, des larmes silencieuses qui coulaient sur ses joues comme de la pluie sur une vitre. Elle tremblait. Robert a continué, sa voix restant calme malgré l'énormité de ce qu'il disait. Il y a eu une erreur à la maternité, madame. Une terrible erreur il y a 52 ans. À la maternité Saint-Antoine, en mars 1953. 2 petites filles sont nées le même jour, à la même heure. Vous et ma femme, Hélène, avez accouché presque simultanément. Les 2 petites filles pesaient presque le même poids, avaient presque la même taille. Et quelqu'un, une infirmière probablement, les a mélangées. Les a échangées. Vous êtes rentré chez vous avec ma fille. Et moi je suis rentré chez moi avec la vôtre. Et pendant 52 ans, personne ne s'en est rendu compte. Personne. J'ai essayé de parler, mais aucun son ne sortait. Ma gorge était complètement serrée. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il explose. Une erreur à la maternité ? Un échange de bébés ? C'était impossible. Complètement impossible. On était dans la vraie vie, pas dans un mauvais roman. Ces choses-là n'arrivaient pas vraiment. N'est-ce pas ? Et pourtant, Robert Mercier était là, avec ses documents, ses preuves. Et Sylvie pleurait. Et moi j'étais assise dans mon salon, dans ma maison, à écouter un étranger me dire que ma fille n'était pas ma fille. Robert a sorti des papiers de la chemise. Des documents officiels, des analyses ADN, des rapports d'enquête privés. Il les a étalés sur la table devant moi. Regardez, madame. Voici les preuves. Les tests ADN ne mentent pas. J'ai regardé les papiers sans vraiment les voir. Des colonnes de chiffres, des graphiques, des pourcentages. 99,99% de probabilité que Robert Mercier soit le père de Sylvie Dubois. 99,99% de probabilité que Marguerite Dubois soit la mère de Christine Mercier. Les chiffres dansaient devant mes yeux. J'avais envie de vomir. Robert a continué son explication. Apparemment, il y avait eu plusieurs cas comme ça dans cette maternité dans les années 40 et 50. Des erreurs, des négligences. La maternité Saint-Antoine était surchargée à cette époque. L'après-guerre, le baby-boom. Les infirmières étaient débordées, fatiguées.
Les conditions de travail étaient difficiles. Et parfois, rarement mais parfois, des bébés étaient mélangés. Il y avait eu une enquête administrative en 1955, après qu'un couple ait découvert que leur enfant n'était pas le leur. Mais l'enquête avait été étouffée. La maternité avait peur du scandale. Des familles avaient été dédommagées discrètement. Et puis tout le monde avait oublié. Mais comment avez-vous découvert tout ça? Ai-je finalement réussi à demander. Ma voix était rauque, étrangère à mes propres oreilles. Robert a soupiré. C'est une longue histoire, madame. Mais vous avez le droit de la connaître. Il a commencé à raconter. Sa fille, celle qu'il avait élevée, s'appelait Christine. Christine Mercier. Elle avait 52 ans maintenant. Elle était mariée, avait 2 enfants. Elle travaillait comme professeure de français dans un lycée. C'était une bonne fille, disait Robert avec émotion. Une fille merveilleuse. Il l'aimait de tout son cœur. Il y a 1 an, Christine est tombée malade. Une insuffisance rénale sévère. Les médecins ont dit qu'elle avait besoin d'une greffe rapidement. Toute la famille a fait des tests de compatibilité. Robert, sa femme Hélène, son fils Marc. Tout le monde était prêt à donner un rein à Christine. Mais les résultats sont tombés. Personne n'était compatible. Pas Robert. Pas Hélène. Pas Marc. Les médecins ont été surpris. C'était inhabituel qu'aucun membre proche de la famille ne soit compatible. Ils ont refait les tests. Puis ils ont fait des analyses plus poussées. Et c'est là qu'ils ont découvert quelque chose d'impossible. Christine n'était pas biologiquement la fille de Robert et Hélène. À eu début, Robert a pensé que sa femme l'avait trompé. Il l'a confrontée. Hélène était effondrée. Elle jurait qu'elle n'avait jamais été infidèle, jamais. Ils se sont disputés terriblement. Leur mariage, solide depuis plus de 50 ans, était sur le point de se briser. Puis Marc, leur fils, a eu une idée. Et si ce n'était pas une question d'infidélité? Et s'il y avait eu une erreur à la naissance? Cela semblait fou, mais ils ont décidé de vérifier. Robert a contacté la maternité Saint-Antoine. L'ancienne maternité n'existait plus, elle avait été transformée en centre de santé. Mais les archives étaient toujours là, dans des cartons poussiéreux au sous-sol. Robert a dû se battre pour avoir accès à ces archives. L'administration ne voulait rien savoir. Il a menacé d'aller voir les journaux, d'engager des poursuites. Finalement, ils ont cédé. Il a passé des semaines à fouiller dans ses vieux registres. Les noms, les dates, les heures de naissance. Et il a trouvé. Le 15 mars 1953, à la maternité Saint-Antoine, 2 petites filles étaient nées à quelques minutes d'intervalle. Christine Mercier, née à 14h17. Sylvie Dubois, née à 14h23. 6 minutes d'écart. Même poids, presque. Même taille. Et d'après les notes des infirmières, les 2 bébés étaient dans la même nurserie, côte à côte. Robert a alors engagé un détective privé pour me retrouver. Ce n'était pas difficile. J'étais toujours inscrite au même nom, à la même adresse. Le détective a pris des photos de moi, de Sylvie. Il a récupéré des échantillons d'ADN, discrètement, légalement discutables, mais Robert voulait savoir la vérité avant de bouleverser nos vies. Un cheveu tombé sur un banc où j'étais assise. Un verre que Sylvie avait utilisé dans un café. Puis il a fait faire les analyses. Et les résultats sont tombés comme un coup près. Christine était bien ma fille biologique. Sylvie était bien la fille de Robert. L'échange avait vraiment eu lieu. Robert s'est arrêté de parler. Le silence dans le salon était oppressant. J'entendais le tic-tac de la vieille horloge sur le mur, celle que Jacques avait achetée lors d'un voyage en Alsace. J'entendais ma propre respiration, saccadée, difficile. J'entendais les sanglots étouffés de Sylvie. Mais surtout, j'entendais ce silence assourdissant dans ma tête, ce vide où mes pensées auraient dû être. Je ne savais pas quoi penser. Je ne savais pas quoi ressentir. C'était trop énorme. Trop impossible. Et pourtant, les preuves étaient là, étalées devant moi sur cette table basse. J'ai regardé Sylvie. Ma petite Sylvie. Celle que j'avais bercée quand elle pleurait la nuit.
Celle dont j'avais soigné les genoux écorchés. Celle que j'avais accompagnée à son premier jour d'école, tremblante et excitée. Celle que j'avais consolée après son premier chagrin d'amour. Celle dont j'avais organisé le mariage. Celle dont j'avais tenu la main quand elle accouchait de son premier enfant. Cette femme debout devant moi, qui me regardait maintenant avec des yeux remplis de larmes et de quelque chose d'autre. De la colère? De la trahison? Du rejet? Maintenant tu comprends, maman? A-t-elle dit, sa voix tremblante. Maintenant tu comprends pourquoi je t'ai mise dehors? Tu n'es pas ma vraie mère. Toute ma vie a été un mensonge. Ces mots m'ont transpercé le cœur plus sûrement qu'un poignard. Pas sa vraie mère? Comment pouvait-elle dire ça? J'avais peut-être pas partagé mes gènes avec elle, mais j'avais partagé ma vie. Toute ma vie. J'avais donné tout ce que j'avais pour elle. Mon temps, mon énergie, mon amour, mes sacrifices. Et maintenant, parce qu'un test ADN disait que nous n'étions pas liés par le sang, tout ça ne comptait plus. J'ai essayé de parler, de lui dire tout ça, mais ma voix s'est brisée. Les larmes coulaient maintenant librement sur mon visage. Sylvie, ai-je finalement réussi à dire. Sylvie, peu importe ce que disent ces papiers. Tu es ma fille. Tu seras toujours ma fille. Mais elle a secoué la tête violemment. Non. Je ne suis pas ta fille. Je suis sa fille à lui. Elle pointait Robert du doigt. Et toi, tu es la mère de Christine. C'est comme ça. C'est la vérité. On ne peut pas faire comme si de rien n'était. On ne peut pas continuer à vivre dans le mensonge. Robert a posé sa main sur l'épaule de Sylvie. Doucement, il a dit, Sylvie, je comprends ta colère. Je comprends ton sentiment de trahison. Mais tu ne dois pas rejeter ta mère comme ça. Elle n'est pas responsable de ce qui s'est passé. C'était une erreur, un accident. Elle t'a aimé et élevé du mieux qu'elle pouvait. Mais Sylvie s'est dégagée brusquement. Vous ne comprenez pas? A-t-elle crié. Personne ne comprend. Toute ma vie, je me suis demandé pourquoi je ne ressemblais à personne dans la famille. Pourquoi j'étais si différente. Pourquoi je ne me sentais jamais vraiment à ma place. Et maintenant je sais pourquoi. Parce que je n'étais vraiment pas à ma place, elle s'est effondrée sur le canapé, le visage dans ses mains. Robert et moi l'avons regardée pleurer sans savoir quoi faire, quoi dire. Il n'y avait pas de mots pour cette situation. Pas de manuel. Pas de guide pour gérer une révélation pareille. Robert a finalement rompu le silence. Madame Dubois, je sais que c'est difficile. Pour vous comme pour Sylvie. Pour nous tous. Ma femme, Hélène, est décédée il y a 2 ans. Elle n'a jamais su la vérité. Peut-être que c'est mieux ainsi. Elle est morte en pensant que Christine était sa fille. Peut-être que c'est une bénédiction. Mais maintenant, nous devons tous faire face à cette réalité. Christine veut vous rencontrer. Elle a besoin de vous rencontrer. Elle a besoin de connaître sa vraie mère. Je me suis raidie. Rencontrer Christine? Cette femme que je ne connaissais pas? Cette femme qui était sortie de mon ventre mais qui avait grandi loin de moi, dans une autre famille, avec d'autres valeurs, d'autres souvenirs? Cette femme qui était biologiquement ma fille mais qui était une complète étrangère pour moi? L'idée me terrifiait. Comment allais-je réagir en la voyant? Que allais-je lui dire? Robert a dû voir mon hésitation. Il a sorti une photo de sa poche. Voilà Christine, a-t-il dit en me tendant la photo. J'ai pris la photo avec des mains tremblantes. Et là, j'ai eu le choc de ma vie. La femme sur la photo, c'était moi. Enfin, pas exactement moi, mais c'était troublant. Elle avait mes traits. Mon nez droit. Mes yeux verts. La forme de mon visage. Mes cheveux châtains, même si les siens étaient parsemés de quelques fils gris. C'était comme regarder dans un miroir qui me renvoyait à 30 ans en arrière. Je n'avais jamais vu une telle ressemblance entre Sylvie et moi. Sylvie avait toujours ressemblé plus à Jacques. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Maintenant, en regardant cette photo de Christine, je comprenais pourquoi. Sylvie ne me ressemblait pas parce qu'elle n'était pas ma fille biologique. Elle ressemblait à Robert et à sa défunte femme Hélène. Et Christine,
cette étrangère, me ressemblait parce qu'elle était vraiment sortie de mon corps. La génétique ne mentait pas. Je ne pouvais pas détacher mes yeux de cette photo. Cette femme avec mon visage. Cette femme qui était ma fille mais que je ne connaissais pas. Qui était-elle? Quelle vie avait-elle eue? Était-elle heureuse? Avait-elle été aimée? Avait-elle eu une bonne enfance? Robert a répondu à certaines de mes questions non formulées. Christine a eu une bonne vie, madame. Hélène et moi l'avons aimée de tout notre cœur. Elle a grandi entourée d'amour. Elle a fait des études, elle est devenue professeure. Elle s'est mariée à un homme merveilleux, ils ont eu 2 beaux enfants. Elle est heureuse, ou du moins elle l'était jusqu'à ce que nous découvrions tout ça. Maintenant, elle est bouleversée. Comme nous tous. Elle veut vous rencontrer. Elle a besoin de savoir d'où elle vient vraiment. De connaître sa mère biologique. J'ai regardé Robert. Sa mère biologique. C'était moi. Moi qui n'avais jamais vu cette femme. Moi qui n'avais pas été là pour ses premiers pas, ses premiers mots, son premier jour d'école. Moi qui n'avais pas soigné ses maladies d'enfant, qui n'avais pas essuyé ses larmes, qui n'avais pas partagé ses joies. J'étais sa mère biologique, mais je n'étais pas sa mère. Pas vraiment. Pas dans le sens qui comptait. De la même façon que je n'étais peut-être pas la mère biologique de Sylvie, mais j'étais sa mère dans tous les sens qui comptaient vraiment. Enfin, je l'avais été. Jusqu'à ce qu'elle me mette dehors. J'ai posé la photo sur la table. Je ne sais pas, ai-je dit doucement. Je ne sais pas si je peux faire ça. Rencontrer Christine. C'est trop. C'est trop d'un coup. J'ai besoin de temps. J'ai besoin de réfléchir. Robert a hoché la tête avec compréhension. Je comprends. Prenez le temps qu'il vous faut. Christine comprendra aussi. Elle attend depuis des mois déjà. Elle peut attendre encore un peu. Mais il a ajouté, sa voix devenant plus ferme, cependant, nous devons régler certaines choses. Des questions légales. Des questions d'héritage. Des questions pratiques. Des questions pratiques. Comme si on pouvait réduire cette situation incroyable à des questions pratiques. Mais il avait raison, bien sûr. Il y avait des implications légales. Si Sylvie n'était pas légalement ma fille, qu'est-ce que cela signifiait pour l'héritage? Pour la maison? Pour tout? Et Christine, avait-elle des droits? Des revendications? Ma tête tournait. C'était trop compliqué. Trop écrasant. Je voulais juste que tout redevienne comme avant. Avant cette révélation. Avant que ma vie s'écroule. Les jours qui ont suivi ce qui allait rester comme le pire jour de ma vie ont été un brouillard. Je suis retournée dans la petite chambre au-dessus du café de Madame Beaumont. Ma chambre temporaire qui devenait de plus en plus permanente. Sylvie ne m'a pas contactée. Pas un appel, pas un message. Rien. C'était comme si je n'existais plus pour elle. Robert venait me voir presque tous les jours. Il m'apportait des nouvelles, des documents à signer pour les avocats, du réconfort aussi. Il était gentil, attentionné. Trop peut-être. Je ne savais pas comment me comporter avec lui. C'était le père biologique de Sylvie. Nous aurions dû être liés d'une certaine façon. Mais nous étions des étrangers. Christine m'a écrit une lettre. Une longue lettre où elle se présentait, où elle me racontait sa vie, où elle exprimait son désir de me rencontrer. J'ai lu cette lettre des dizaines de fois. Son écriture était belle, élégante. Elle écrivait bien, avec émotion mais aussi avec retenue. Elle me disait qu'elle ne voulait pas bousculer ma vie, qu'elle comprenait que c'était difficile pour moi aussi. Mais elle avait besoin de me connaître. De comprendre d'où elle venait. De voir son visage dans le mien. De combler ce vide qu'elle ressentait maintenant dans son identité. Je comprenais son besoin. Vraiment. Mais je n'étais pas prête. Madame Beaumont était ma seule confidente durant cette période. Elle m'écoutait pendant des heures parler, pleurer, essayer de comprendre. Elle ne jugeait pas. Elle ne donnait pas de conseils non sollicités. Elle était juste là. Une présence réconfortante dans le chaos de ma vie. Un soir, alors que nous étions assises dans sa cuisine après la fermeture du café, elle m'a dit quelque chose qui m'a marqué.
Marguerite, la famille ce n'est pas que le sang. C'est l'amour. C'est le temps passé ensemble. C'est les souvenirs. Sylvie sera toujours votre fille parce que vous l'avez élevée. Et Christine sera toujours une étrangère jusqu'à ce que vous décidiez de la laisser entrer dans votre vie. Mais ça doit être votre choix. Personne ne peut vous forcer. Ces mots résonnaient en moi. Avait-elle raison? La famille était-elle vraiment une question de choix plutôt que de sang? Dans mon cœur, je savais qu'elle avait raison. J'aimais Sylvie. Peu importe ce que disaient les tests ADN. Elle était ma fille. Elle le serait toujours. Mais elle, me voyait-elle encore comme sa mère? Ou est-ce que la révélation de la vérité avait détruit ce lien que je croyais indestructible? Un mois est passé depuis cette révélation terrible. Un mois où j'ai vécu dans cette petite chambre, où j'ai survécu jour après jour sans vraiment vivre. Un mois où j'ai eu 81 ans sans même le célébrer. Un soir d'automne, je regardais par la fenêtre de ma petite chambre. Les feuilles commençaient à tomber des arbres. L'air devenait plus frais. La vie continuait, indifférente à mon drame personnel. Et c'est là que je l'ai vue. Sylvie. Elle marchait dans la rue en bas, lentement, la tête baissée. Elle avait l'air perdue, fatiguée. Mon cœur a bondi dans ma poitrine. J'ai attrapé mon châle et je suis descendue aussi vite que mes vieilles jambes pouvaient me porter. J'ai traversé le café où Madame Beaumont me regardait avec surprise. J'ai ouvert la porte et je suis sortie dans la rue fraîche du soir. Sylvie. Ai-je crié? Sylvie, attends. Ma voix tremblait. Elle s'est arrêtée. Elle s'est retournée lentement. Et quand nos regards se sont croisés, j'ai vu qu'elle pleurait. Des larmes coulaient sur ses joues, brillantes sous les lampadaires. Maman, a-t-elle dit. Ce simple mot, prononcé avec tant d'émotion, tant de douleur, tant d'amour peut-être, m'a brisé le cœur et l'a guéri en même temps. Je me suis approchée d'elle. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste prise dans mes bras. Et nous avons pleuré toutes les deux, là, au milieu de la rue, indifférentes aux passants qui nous regardaient. Nous sommes restés comme ça pendant longtemps. Combien de temps? Je ne sais pas. Le temps n'avait plus d'importance. Seul comptait ce moment. Ce moment où je retrouvais ma fille. Où elle revenait vers moi. Finalement, elle s'est dégagée doucement. Elle a essuyé ses larmes avec le dos de sa main, comme elle le faisait enfant. Maman, je suis désolée, a-t-elle dit, sa voix brisée par l'émotion. Je suis tellement désolée. Je n'aurais jamais dû te mettre dehors. Je n'aurais jamais dû te dire ces choses horribles. J'avais tellement peur. Tellement peur de ne pas être voulue. De ne pas être aimée. D'être une erreur. Je lui ai pris les mains. Mes mains ridées tenant ses mains plus jeunes. Sylvie, écoute-moi bien, ai-je dit avec toute la force que je pouvais rassembler. Tu n'es pas une erreur. Tu n'as jamais été une erreur. Tu es ma fille. Tu seras toujours ma fille. Peu importe ce que disent les tests. Peu importe qui t'a conçu. Je t'ai élevé. Je t'ai aimé. Je t'aime encore. Et rien, absolument rien, ne pourra changer ça. Elle a éclaté en sanglots. Je sais, maman. Je sais. Mais j'ai eu tellement peur. Quand j'ai appris la vérité, j'ai eu l'impression que toute ma vie s'écroulait. Que je ne savais plus qui j'étais. Que je n'avais plus de place nulle part. Nous nous sommes assises sur un banc à proximité. C'était un banc que je connaissais bien, celui où je venais souvent lire le journal le matin. Sylvie m'a raconté comment elle avait vécu ce mois. La colère au début. Contre moi, contre Robert, contre le destin, contre ces infirmières incompétentes d'il y a 50 ans. Puis la confusion. Qui était-elle vraiment? Était-elle Sylvie Dubois, fille de Marguerite et Jacques? Ou était-elle Sylvie Mercier, fille de Robert et Hélène? Puis la douleur. La douleur de réaliser qu'elle m'avait blessée. Qu'elle m'avait rejetée. Qu'elle avait peut-être détruit la relation la plus importante de sa vie par peur et par colère. Elle m'a dit qu'elle avait rencontré Christine. Plusieurs fois en fait. Au début, c'était étrange. 2 femmes qui auraient dû être sœurs mais qui étaient des étrangères. 2 femmes qui partageaient un lien biologique avec les mêmes personnes mais qui avaient vécu des vies complètement différentes. Elles avaient parlé pendant des heures.
Christine lui avait raconté son enfance, sa vie avec Robert et Hélène. Sylvie lui avait raconté la sienne, sa vie avec Jacques et moi. Et quelque chose d'étrange s'était produit. Elles avaient commencé à s'apprécier, à se comprendre, à créer un lien qui n'était pas basé sur le sang mais sur l'expérience partagée de cette situation impossible. Était Christine ? Ai-je demandé doucement. Comment va-t-elle ? Sylvie a souri à travers ses larmes. Elle va bien. Enfin, aussi bien qu'on peut aller dans cette situation. Elle veut vraiment te rencontrer, maman. Elle ne veut pas te remplacer ou quoi que ce soit. Elle veut juste te connaître. Comprendre d'où elle vient. Elle est gentille. Tu l'aimerais bien, je pense. J'ai hoché la tête lentement. Peut-être que j'étais prête maintenant. Peut-être que j'avais eu assez de temps pour digérer tout ça. Peut-être qu'il était temps de rencontrer cette femme qui était sortie de mon corps mais que je n'avais jamais connue. Sylvie m'a pris la main. Maman, reviens à la maison. S'il te plaît. C'est ta maison. Ça l'a toujours été. J'ai été stupide et cruelle de te mettre dehors. Reviens. J'ai besoin de toi. Mes enfants ont besoin de leur grand-mère. J'ai regardé ma fille. Cette femme de 52 ans qui était encore ma petite fille dans mon cœur. Je lui ai serré la main. D'accord, ai-je dit. D'accord, je reviens. Mais à une condition. Nous devons tous apprendre à vivre avec cette nouvelle réalité. Toi, moi, Robert, Christine. Nous devons trouver un moyen d'être une famille, même si c'est une famille bizarre et compliquée. Sylvie a hoché la tête vigoureusement. Oui. Oui, nous allons y arriver. Ensemble. Ce soir-là, je suis rentrée à la maison. Ma maison. Les enfants de Sylvie, mes petits-enfants, étaient là. Ils m'ont sauté dessus avec joie. Mamie. Tu es revenue. Ils ne comprenaient pas vraiment ce qui s'était passé. Ils savaient juste que mamie avait été absente et maintenant elle était de retour. Leur joie simple et innocente m'a fait tant de bien. Au moins pour eux, rien n'avait changé. J'étais toujours mamie. J'étais toujours la même personne qui leur racontait des histoires et leur faisait des gâteaux. Ma chambre était exactement comme je l'avais laissée. Personne n'y avait touché. C'était comme si le temps s'était arrêté. J'ai pleuré en retrouvant mon lit, mes affaires, mes souvenirs. Quelques jours plus tard, Robert est venu avec Christine. J'étais nerveuse. Terrifiée même. Comment allais-je réagir en voyant en personne cette femme qui était ma fille biologique ? Sylvie était à côté de moi, me tenant la main pour me soutenir. On a sonné à la porte. Sylvie est allée ouvrir. J'ai entendu des voix dans l'entrée. Puis ils sont entrés dans le salon. Robert d'abord, avec son costume impeccable. Et derrière lui, Christine. En personne, la ressemblance était encore plus frappante qu'en photo. C'était vraiment comme me voir dans un miroir temporel. Elle avait mon nez, mes yeux, ma bouche, même ma façon de se tenir un peu voûtée. Christine s'est avancée timidement. « Bonjour, madame », a-t-elle dit d'une voix douce. « Je suis Christine. Votre fille. Enfin, votre fille biologique. » Je ne sais pas trop comment dire ça. Ces mots, prononcés avec tant de douceur et d'hésitation, ont brisé la glace. Je me suis levée et je me suis approchée d'elle. De près, je pouvais voir les petites rides autour de ses yeux, exactement comme les miennes au même âge. Je pouvais voir les quelques fils gris dans ses cheveux, comme j'en avais eu. Je voyais mes traits vieillis sur un autre visage. Bonjour Christine, ai-je dit, ma voix tremblante. Je suis heureuse de te rencontrer. Enfin, je crois. C'est compliqué. Elle a souri, un sourire nerveux mais sincère. Je comprends. C'est compliqué pour moi aussi. J'ai passé 52 ans en pensant que Hélène Mercier était ma mère. Et maintenant, vous êtes là. Ma vraie mère. Mais je ne vous connais pas. Et vous ne me connaissez pas. C'est bizarre, non ? J'ai hoché la tête. Très bizarre. Mais nous avons du temps maintenant. Du temps pour apprendre à nous connaître. Si tu le veux. Elle a hoché la tête vigoureusement. Oui.
Oui, je le veux vraiment. Nous nous sommes assis, tous les quatre. Sylvie, Robert, Christine et moi. Une famille improbable. Réunie par une erreur vieille de 52 ans. Une erreur qui avait changé nos vies à tous de manière irréversible. Mais nous étions là. Ensemble. Essayant de construire quelque chose de nouveau à partir des débris de ce que nous croyons être notre réalité. Christine a commencé à me raconter sa vie. Son enfance dans une belle maison de banlieue. Hélène qui était professeure de piano. Robert qui travaillait dans la finance. Son frère Marc, plus jeune de 3 ans. Ses étés en Bretagne chez ses grands-parents. Ses études de lettres à la Sorbonne. Sa rencontre avec son mari, Philippe, lors d'un voyage en Italie. J'écoutais, fasciné. C'était la vie que ma fille biologique avait vécue. Une vie complètement différente de celle qu'elle aurait eue avec Jacques et moi. Nous n'étions pas riches. Jacques était comptable, je travaillais comme couturière. Nous n'avions pas de maison en banlieue, juste un appartement modeste. Pas de vacances en Bretagne, juste quelques week-ends à la campagne quand nous pouvions nous le permettre. Pas d'études à la Sorbonne, Sylvie avait étudié dans une université publique. Christine avait eu une vie privilégiée, plus aisée que celle que je lui aurais donnée. Était-ce mieux? Était-ce pire? Je ne savais pas. C'était juste différent. Sylvie, de son côté, écoutait Robert lui raconter comment aurait été sa vie si elle avait grandi avec lui et Hélène. Les mêmes privilèges. Les mêmes opportunités. Une vie peut-être plus facile matériellement. Mais aurait-elle été plus heureuse? Nous ne le saurions jamais. Parce qu'on ne peut pas vivre de vie. On ne peut pas savoir ce qui se serait passé si les choses avaient été différentes. Nous ne pouvions que vivre avec la vie que nous avions eue, même si elle était basée sur une erreur. Ces premières rencontres ont été étranges, tendues parfois, mais aussi touchantes. Nous apprenions à nous connaître. Christine et moi échangions des histoires. Elle me montrait des photos de ses enfants, mes petits-enfants biologiques que je ne connaissais pas. Des jeunes adultes maintenant, qui ne savaient pas encore toute l'histoire. Petit à petit, semaine après semaine, quelque chose se construisait. Pas une relation mère-fille traditionnelle. Je ne pourrais jamais être la mère de Christine comme j'avais été la mère de Sylvie. Trop de temps avait passé. Trop de souvenirs manquaient. Mais nous devenions amis. Des amis avec un lien unique, un lien de sang certes, mais surtout un lien forgé par cette expérience partagée de découvrir que nos identités n'étaient pas ce que nous pensions. Christine était gentille, intelligente, cultivée. J'aimais discuter avec elle. Elle me faisait découvrir des livres, de la musique. Elle m'emmenait au théâtre. Des choses que je n'avais jamais vraiment faites avant. Sylvie et Robert développaient aussi leur propre relation. Robert venait dîner régulièrement. Au début, c'était étrange de le voir assis à notre table, à la place où Jacques s'asseyait autrefois. Mais Sylvie semblait apprécier sa présence. Ils parlaient de choses qu'ils avaient en commun, des traits de caractère qu'ils partageaient. Sylvie réalisait que certaines de ces particularités qu'elle avait toujours trouvées étranges venaient en fait de Robert. Sa passion pour les mathématiques, par exemple. Jacques et moi n'avions jamais été doués en maths. Mais Robert était un génie des chiffres. Et Sylvie aussi. Maintenant, elle comprenait pourquoi. Si vous voulez voir comment cette histoire se termine, abonnez-vous à notre chaîne et attendez les prochaines vidéos, commentez de quelle ville vous venez, au revoir.